Maïga prenait les rênes de la primature. Après 365 jours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. De la gestion de la crise énergétique à celle des hydrocarbures, cet anniversaire est loin d'être un fleuve tranquille. De façon générale, des efforts sont consentis dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens. Au bout d'un an, les Maliens ont découvert un nombre d'actions, de méthodes d'écoute et surtout de diplomatie. Mamadi Kouné et Ali Touré nous retracent les moments forts de l'an 1 du Premier ministre, chef du gouvernement. Nommé le 21 novembre 2024 au poste de Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga est en terrain connu pour avoir assuré l'intérim à la primature. Sa mission, coordonner l'action gouvernementale. C'est lors du premier conseil de cabinet que le chef du gouvernement a fixé le cap en donnant quelques orientations aux membres du gouvernement. Le chef du gouvernement qui dit inscrire ses actions dans la continuité décide d'octroyer 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales du président de la transition. Au regard des défis immenses et complexes, pas de temps à perdre, le général de division Abdoulaye Maïga s'est immédiatement mis à la tâche. Le 28 novembre 2024, EDEM SA, il est 7h30. Le chef du gouvernement rencontre la direction de l'entreprise et son personnel avec pour tâche la réflexion sur les voies et moyens de sortie de crise. Une semaine plus tard, les réflexions ont abouti à l'élaboration et à l'adoption d'un plan d'action qui a permis aux Maliens d'avoir de l'électricité durant le mois sacré de Ramadan. Depuis sa prise de fonction en fin novembre 2024, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a insufflé une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Une action gouvernementale qui a pour socle la lettre de cadrage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette lettre est bâtie autour de 8 axes prioritaires. Ces priorités serviront d'ailleurs à l'élaboration du plan d'action du gouvernement PAG 2025-2026. Ce plan a été présenté devant le Conseil national de transition CNT le 16 mai 2025 et adopté le 19 mai après des débats très riches. Plus rien ne s'oppose à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement. Après environ 8 heures de débats francs et républicains entre le chef du gouvernement et les membres du CNT, l'organe législatif de la transition donne son quitus au document. Les membres du CNT saluent la clarté, la qualité et la vision du document. À l'issue du vote, le plan d'action du gouvernement a été plébiscité, 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Depuis sa nomination comme Premier ministre de la transition, le général de division Abdoulaye Maïga a mis en place un cadre ambitieux avec des priorités claires. Sécurité et réforme institutionnelle, diplomatie régionale et services essentiels. Pour expliquer le contenu de la lettre de cadrage, le Premier ministre a rencontré les forces vives de la nation, les responsables des centrales syndicales, des confessions religieuses, la société civile et les partis politiques. Le chef du gouvernement a par ailleurs initié un cadre de concertation mensuelle avec le secteur privé en vue de trouver des solutions aux différents problèmes du secteur. Mars 2025, le chef du gouvernement a initié les journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Il s'agissait de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, afin de créer un cadre de collaboration harmonieux et d'élaborer les outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide. Pour un suivi rapproché, le Premier ministre préside les différents états généraux des secteurs. Il préside les réunions du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes et le comité de pilotage de la digitalisation de l'administration en vue de rendre opérationnelle une décision présidentielle visant à digitaliser tous les paiements. Tout comme lors des inondations en 2024, le Premier ministre a présidé les différentes réunions du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes pendant la crise du carburant au Mali. Il rencontre régulièrement les acteurs impliqués dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et salue au nom du chef de l'État la résilience des Maliens. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, a présidé plusieurs rencontres comme la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, la première édition du Salon international sur la défense et la sécurité à Bamako, BAMEX 2025, et d'autres activités impliquant les pays de la Confédération AES. Pour montrer que le Mali est un pays fréquentable, le général de division Abdoulaye Maïga a aussi reçu plusieurs diplomates, les responsables des institutions financières internationales et les partenaires au développement. Occasion de partager avec eux la vision des autorités de la transition. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à l'intérieur du pays, plus précisément à Ségou, Marakakungo, Nyono, Ndebougou, Djouela, Koutiala, San et Tombouctou pour inaugurer des infrastructures sportives, lancer des projets de développement
Et enfin échanger avec les forces vives des régions autour de la lettre de cadrage du chef de l'État adressée au gouvernement. Pour sa première sortie à l'extérieur du pays, le général de division Abdoulaye Maïga a effectué une visite de travail et d'amitié au Niger. Avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger, le point de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel est fait au président de la République du Niger. Au Ghana, le Premier ministre porteur d'un message du chef de l'État a échangé avec le président de la République sur les voies à mettre en œuvre pour renforcer les relations entre les deux pays. Sur le plan international, le Premier ministre a pris part à plusieurs rencontres. Il s'agit entre autres de la 4e conférence des Nations Unies sur le développement à Séville en Espagne, de l'Expo Osaka 2025 au Japon et de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza au Turkménistan. Le chef du gouvernement a enfin pris part aux travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique. Lors de toutes ces rencontres, le général de division Abdoulaye Maïga a porté la voix de la Confédération des États du Sahel, AES, au nom du président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta. Le gouvernement Abdoulaye Maïga a marqué sa première année par une affirmation souverainiste, un renforcement sécuritaire et une diplomatie active dans le cadre de la Confédération AES. La population reste confiante tout en souhaitant des résultats concrets sur la sécurité quotidienne, l'économie et la poursuite des réformes institutionnelles. Bientôt, ce serait la fin du calvaire de la population dans l'approvisionnement en carburant. Le gouvernement, représenté par le ministre en charge du commerce et les groupements professionnels du secteur pétrolier, ont signé un protocole d'accord hier. Le dit document d'accord a pour objectif de ramener de 72 heures à 24 heures le délai d'attente de déclaration des citernes au niveau du bureau de pétrole de la douane malienne. Le point de la cérémonie de signature du protocole d'accord avec Aridou Matina. L'urgence de faciliter le plus rapidement possible l'accomplissement des formalités douanières en matière de déclaration des produits pétroliers à l'importation est désormais entérinée. Le gouvernement, à travers le ministre de l'économie et des finances, ainsi que celui de l'industrie et du commerce, et les importateurs de produits pétroliers représentés par le groupement malien des professionnels du pétrole GMPP et le groupement professionnel des pétroliers GPP, ont convenu désormais de réduire le délai de déclaration à la douane à 24 heures, soit un jour, ce qui permettra de ravitailler le plus tôt possible les stations. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'objectif ultime recherché à travers ce protocole-là, c'est de mettre fin au fil d'attente que nous observons actuellement dans les stations d'essence à Bamako et à l'intérieur du Mali. La signature de ce protocole marque une étape déterminante dans le dénouement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Les autres parties prenantes, résolument engagées pour trouver la solution à la crise, se réjouissent de l'aboutissement de ce processus de projet de protocole qui va décanter la situation. Ibrahim Touré, secrétaire général du groupement malien des professionnels du pétrole GMPP. Le protocole dans son ensemble, nous y adhérons. Nous avons signé pour que nous puissions trouver vraiment une solution à la crise d'ici jeudi prochain. Inch'Allah, la crise va passer et le protocole sera caduc. Bourema Guindo, secrétaire général du groupement professionnel des pétroliers GPP. Avec l'intelligence et les vertus des Maliens, nous sommes arrivés, après plusieurs séances de rencontres, à trouver des solutions palliatives, puis à une solution définitive. Colonel-major Ahmed Agbouya, directeur général adjoint de la douane. Il n'y a aucun retard au niveau du dédouanement. Le bureau des produits pétroliers est ouvert depuis le 11 octobre 2025, H24, 7 jours sur 7. Le problème qui se pose, c'est que sur le plan réglementaire, effectivement, le code des douanes prévoit que les opérateurs, les importateurs ont 3 jours francs pour déposer une déclaration. Donc le protocole vise à contourner cette mesure. Ce qui est important à mon avis aujourd'hui, c'est que quand un pays traverse une crise comme ça, il faut que tout le monde se lève pour chercher la solution. Et ce qui est certain, les plus hautes autorités du pays ont demandé que cette situation, vraiment au niveau des stations où il y a énormément d'embouteillages, que cette situation cesse au bout d'une semaine. Et nous pensons que les solutions qui sont dans les protocoles vont apporter une solution à cette situation. Parce qu'en fait, il y a des quantités importantes de produits pétroliers qui sont là. La cour du BPP et l'ONAP sont remplies de citernes. Les stations n'arrivent pas à avoir ce produit. Il faut trouver la solution pour que le produit soit injecté dans les citernes, pour que les files d'attente cessent.
Le protocole d'accord ainsi paraphé est entré désormais en vigueur et sera caduc dès que la crise prendra fin. Pour s'assurer de la mise en application concrète du dit protocole, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'engage à faire une sortie de terrain le lundi prochain avec les différents acteurs impliqués dans la gestion de la crise. AES, actualité. Les rideaux ont été tirés hier sur la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat AES. Et parmi les recommandations phares, on retient la création d'un fonds d'investissement AES. Il s'agit de favoriser l'harmonisation des initiatives économiques de la Confédération. On fait le point avec Youssouf Diakité. Faire de l'entrepreneuriat le levier du développement socio-économique du Mali et de la Confédération des États du Sahel en général, c'est cela l'ambition des chefs d'État de l'AES. Et ce salon, première édition, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. C'est pourquoi les recommandations formulées à l'issue des travaux par les experts vont dans ce sens. Dr Amadou Bamba, rapporteur général du salon. Renforcement du financement et de l'investissement entrepreneurial. Il s'agit ici de créer des mécanismes financiers innovants adaptés aux réalités africaines, mettre en place un fonds d'investissement AES unifié et performant, mutualiser les investissements entre pays de la Confédération, mobiliser les ressources internes pour financer les projets économiques. Moussal Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous avons osé et Dieu merci, nous avons réussi. Nous avons réussi grâce au Burkina, grâce au Niger, grâce à l'ensemble des Maliens, grâce à tous les membres du gouvernement. Nous dirons oui que c'est un bilan. Nous avons été orientés, nous avons été accompagnés, nous avons été soutenus par nos 3 chefs de l'État, de notre confédération. Nous voulons un fonds confédéral. Donc, cela se fait à 3. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on le fera tout de suite, mais soyez rassurés que ces recommandations ne seront pas rangées dans des tiroirs. Parce que, comme je dis, nous avons 3 leaders qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui nous orientent. Et nous sommes plus que déterminés pour avoir des résultats, donner du contenu à cette vision confédérale. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de dynamique économique, cet esprit a été largement matérialisé au cours des travaux. C'est pourquoi les travaux sont clôturés ici par le ministre burkinabé de la formation professionnelle, Boubacar Sawadogo, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du Burkina Faso. En visitant les stands, nous avons pu nous rendre compte qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pour répondre à des besoins. Nous avons vu beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation. Nous avons vu des entrepreneurs qui ont pensé à nous pour que nous n'ayons pas faim, parce qu'il y avait beaucoup de produits pour se nourrir. Merci à eux. Nous avons vu beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont exposé des habits pour qu'on puisse se parer et sortir pour flâner et pour crâner aussi. Merci à vous. Nous avons vu des entrepreneurs qui nous ont proposé des produits médicaux pour qu'on puisse se soigner. Merci à eux. Nous avons vu des entrepreneurs qui sont même allés dans le fleuve pêcher les poissons du ministre de la Pêche. Merci pour cela. En tout cas, disent les experts, il s'agit de multiplier des initiatives du genre afin de maintenir la stabilité de la région AES. Nous restons dans l'espace confédéral. La nation burkinabé honore le courage et la mémoire des héros. Une cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs a eu lieu hier à la place de la nation de Ouagadougou. Cette journée souligne la gratitude envers les tirailleurs africains et met en lumière l'engagement indéfectible de ces vaillants vétérans. Le point avec Judicaël Kafando. Place de la nation de Ouagadougou. L'hymne aux morts suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux vétérans
Aujourd'hui, la nation burkinabé se souvient du sacrifice consenti et traduit sa reconnaissance à l'endroit de ses anciens combattants et anciens militaires, selon le ministre d'État chargé de la Défense, le général de brigade Célestin Sempori. Cette année encore, la patrie se tient debout, digne et reconnaissante, pour honorer ces hommes qui ont incarné l'essence même de la bravoure, de l'engagement militaire sur de nombreux fronts dans le monde. Ils ont porté haut l'honneur des peuples africains, parfois dans l'ombre, souvent dans le silence, mais toujours dans la dignité. Parmi eux, de nombreux fils de notre patrie qui ont quitté leur famille pour s'engager sur des terrains inconnus, dans des conflits qui dépassaient parfois leur propre réalité. Cet héritage n'est pas simplement historique, il est vivant, car il se retrouve aujourd'hui dans chaque soldat burkinabé engagé pour la défense de la patrie. Tirer leçon du passé pour bâtir le présent, c'est le thème de cette commémoration pour s'inspirer des valeurs de courage incarnées par les anciens combattants. Ces vétérans ont toujours la volonté de défendre le pays, selon le président de l'association unique des anciens combattants et anciens militaires, le commandant à la retraite, Paul Tondé. Aujourd'hui, avec le contexte sécuritaire, la volonté de prendre les armes pour aller au secours de leurs enfants et petits-enfants effleure parfois leur esprit. Le cœur bat la révolte, mais hélas, les limites sont également là. C'est pourquoi nous nous contentons de porter des bénédictions et des prières sur nos FDS et BDP afin qu'ils continuent de se battre avec courage et détermination, comme ils le font déjà, pour une libération totale de notre pays. La victoire est pour bientôt. Pour ceux qui sont tombés les armes à la main, nous adressons nos sincères condoléances à leur hiérarchie, à leurs compagnons d'armes et à leurs familles. Cette cérémonie d'hommage a été également marquée par une exposition de photos d'anciens combattants et d'anciens militaires. Après un long périple à l'intérieur du pays, le président de la République, chef de l'État du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, est arrivé hier à Niamey. Le chef de l'État a échangé directement avec la population sur ses préoccupations et félicité les forces armées nigériennes pour le travail accompli dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point du retour avec Garba Amadou de Radio Niger. Il était 18h38 lorsque l'avion présidentiel a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Joe Hamani de Niamey. À son bord, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, accompagné des membres du CNSP et du gouvernement. Ces retours interviennent après 13 jours passés à l'intérieur du pays où il a sillonné par voie terrestre l'ensemble des régions. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. Après un accueil empreint de chaleur au salon d'honneur, la délégation présidentielle a pris la direction du palais présidentiel où une foule immense attendait. Du rond-point de l'aéroport jusqu'au rond-point Terhanakal, en passant par le rond-point 6e, la place Thomas Sankara et le rond-point du palais des congrès, le cortège progressait lentement, porté par une ferveur populaire exceptionnelle. Les balcons, les toits et même les arbres étaient pris d'assaut par les jeunes cherchant à immortaliser le passage du président avec leur smartphone. Des groupes de femmes entonnaient des chants traditionnels en hommage au chef de l'État, tandis que des organisations de jeunesse déployaient des banderoles exprimant leur soutien au président de la République et à son leadership. La majeure partie du trajet entre l'aéroport international Joe Hamani et le palais présidentiel a été effectuée à pied par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Oui, les listes officielles des candidats pour le trophée des cyclistes africains de l'année 2025 ont été dévoilées. 4 cyclistes maliens figurent dans la catégorie amateur. En football, les affiches des demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons Qatar 2025 sont connues. Ce sera Autriche, Italie et Portugal-Brésil. La nouvelle saison de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali a commencé hier vendredi avec 2 matchs. 3 rencontres sont au programme cet après-midi en Ligue des champions de la CAF. Le stade malien de Bamako joue ce samedi à 16h en déplacement à Radès contre l'Espérance de Tunis. Voyons tout cela avec Fambrou Djourti. Pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, l'Espérance sportive de Tunis accueille le stade malien de Bamako ce samedi 22 novembre 2025 à 16h au stade olympique de Radès. L'Espérance a atteint la phase de poule après avoir éliminé au tour préliminaire l'AS Fan du Niger et Raimo FC du Burkina Faso. Quant au stade malien de Bamako, il a écarté l'AS Tempête Mokafa de la Centrafrique et le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Mouril Messak Njoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Nous allons jouer à l'esprit de tout faire pour
terminer premier ou deuxième afin de se qualifier pour les quarts de finale. Cette rencontre sera la 9e dans les compétitions africaines entre l'Espérance et le Stade malien de Bamako avec un avantage espérantiste de 7 victoires. La dernière victoire était lors du match retour de la phase de poule de la Coupe CAF en 2015. Le Stade malien n'a enregistré qu'une seule victoire contre l'Espérance de Tunis qui remonte au match aller de la Coupe CAF en 2015 à Radès. 2-1. Les Blancs de Bamako sont encore à Radès ce samedi au compte du match aller. Et si c'était un signe? En Coupe de la Confédération, le Djoloba C, notre représentant, débute sa campagne de poule à domicile contre Olympique Club de Safi du Maroc. Les Rouges de Bamako, qui ont pour objectif d'aller jusqu'au bout, entendent tout mettre en œuvre pour démarrer idéalement cette campagne, notamment l'opération 9 points à la maison. Sur le plan national, le championnat de Ligue 1 professionnelle, saison 2025-2026, a débuté ce vendredi. Cet après-midi, le FC Diarra affronte le 11 créateur au stade Mamadou Konaté à 16h. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, l'AS Bakarijan sera face au premier FC Malikoura. À Bougouni, au stade Moussa Diakité Itea, l'US Bougouni joue contre Binga FC. Les matchs à AS Real de Bamako, Stade Malien de Bamako et Djoliba AC Afri Football Elite sont reportés au 10 décembre prochain en raison des matchs du Stade Malien et du Djoliba AC dans les compétitions interclubs de la CAF. En ouverture, ce vendredi, le premier Derby Academy et l'USFA sont fait match nul 0-0. L'association sportive de Korofina a largement dominé l'US Bougouba par 3-0. Toujours en football, les quarts de finale du mondial des moins de 17 ans garçons, disputés ce vendredi 21 novembre à Doha, au Qatar, ont été marqués par une immense déception pour les deux représentants africains encore en lice. Le Maroc et le Burkina Faso quittent la compétition au terme de scénarios frustrants où les détails ont fait la différence. Le Maroc a été éliminé par le Brésil 2-1 dans un match marqué par plusieurs décisions arbitrales contestées. L'autre représentant africain, le Burkina Faso, a également vécu une désillusion. Dominateur et volontaire, les étalons cadets ont frappé le poteau et la transversale italienne, mais sans parvenir à concrétiser leurs occasions. Les Burkinabés ont finalement cédé en fin de match, 83e minute. L'Italie gagne par 1-0. Dans les deux autres affiches du jour, le Portugal et l'Autriche ont validé leur place en demi-finale. Les affiches des demi-finales sont l'Autriche contre l'Italie et le Portugal contre le Brésil. Elles se jouent lundi 24 novembre 2025. En cyclisme, le Comité national d'organisation des Africa Awards et la Confédération africaine des cyclisme ont publié les listes officielles des candidats pour les trophées des cyclistes africains de l'année 2025. 4 cyclistes maliens figurent dans la catégorie amateur. Il s'agit de Yaya Diallo, Dibo, de Tchemogo Diallo, de Tchemogo Djamoutene et Sidiki Diarra. La performance des aigles cyclistes pourrait aussi permettre à notre pays, le Mali, de figurer parmi les meilleures nations du cyclisme sur le continent. Les gagnants seront connus le 29 novembre 2025 lors de la cérémonie officielle qui sera organisée à Kigali, au Rwanda. Les résultats découleront d'un vote du jury composé de représentants des fédérations africaines de cyclisme et d'experts reconnus pour leur contribution au développement de la discipline. Les Africa Cycling Excellence Awards récompensent les meilleurs cyclistes africains, hommes et femmes, les jeunes talents, les équipes et sélections nationales, ainsi que la nation la plus performante sur l'ensemble de la saison. Page Mali Culture 2025. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les préparatifs vont bon train. Le ministre en charge de la culture a assisté hier à une séance de répétition de la chorégraphie qui sera présentée à l'ouverture de l'événement. Les tableaux retenus retracent le Mali des empires, une partie de l'histoire de Tombouctou et le Mali actuel. Depuis sur le terrain municipal de la commission du district de Bamako, le ministre Mahmoud Dafé a encouragé les 333 chorégraphes et l'équipe d'encadrement pour leur travail remarquable. On fait le point avec Seydou Traoré. En un mois de répétition, les 333 chorégraphes symbolisant la cité des 333 saints, à savoir Tombouctou, ont produit 5 tableaux qui font le voyage du Mali d'hier à aujourd'hui. C'est avec un regard admiratif que le ministre en charge de la culture a apprécié les figures chorégraphiques sur la formation de l'Empire du Mali. Le deuxième tableau représente le retour de Kankou Moussa, le roi de l'or de la Mecque en 1235. L'arrivée des Marocains à Tombouctou, obligeant le sage Ahmed Baba à s'exiler au Maroc, constitue le troisième tableau. Le quatrième et cinquième tableau décrivent le Mali actuel, la rébellion de 2012, l'infiltration terroriste, jusqu'à cette année dédiée à la culture. Karim Tougoula, metteur en scène. Dire au monde entier, nous sommes là, quelles que soient les difficultés, le Mali va surmonter. Et à la fin du quatrième tableau, vous allez voir une fille qui est montée en haut avec une calebasse. Cette calebasse contient de la lumière.
que cette lumière jaillit pour dire que les enfants sont l'avenir de ce pays. Saluant le travail des 60 chorégraphes de Bamako et 273 de Tombouctou composant l'effectif des chorégraphes, le ministre en charge de la culture a exprimé sa satisfaction de voir un tel travail à quelques jours de la biennale. Mahmoud Afé. Cette chorégraphie nous rappelle ce que nous avons été dans le temps. Le Mali, l'âge d'or, Kankou Moussa, toute la grandeur, la splendeur du Mali et de Tombouctou et du savoir-faire. On a parlé des forgerons, on a parlé de beaucoup de culture, de tradition. Et donc c'est un condensé du Mali. Mais surtout ce qui est extraordinaire, ça met le Mali courant en perspective, le Mali contemporain, le Mali voulu par le président du Mali, le chef de l'État, son Excellence, le général Assimi Goïta, et de son Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et de l'ensemble du gouvernement qui travaille nuit et jour pour l'avènement d'un nouveau Mali. La chorégraphie de la biennale s'appuie sur une création sonore originale qui mêle instruments traditionnels, modernes et voix d'artistes. Mahmoud Afé, ministre en charge de la culture. Aujourd'hui, notre pays se trouve à un tournant de son histoire le plus important. Et donc, que Tombouctou joue ce rôle-là pour la renaissance du Mali, c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. J'appelle l'ensemble des populations à se mobiliser comme un seul homme, non seulement pour accueillir les frères et les enfants du Mali, mais aussi de recevoir l'ensemble des pays africains. Et au peuple du Mali, je voudrais les inviter à Tombouctou. C'est cette chorégraphie qui ouvrira le bal de la biennale le 18 décembre prochain à Tombouctou et qui verra la participation des 19 autres régions du pays, plus le district de Bamako. Oui, c'est l'heure de l'actualité internationale avec Ibrahim Kouakounate en direct dans ce studio. Ibrahim Kouakounate, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. L'Union européenne a sanctionné Abdelrahim Hamdan Dagolo, numéro 2 des forces soutien rapide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, pour des violations commises par ces troupes au Soudan, l'Union européenne affirme que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ces mesures surviennent après la prise d'El Fasser, dernier bastion de l'armée dans le Darfour occidental. Les FSR n'ont pas directement réagi, mais disent soutenir les efforts internationaux pour un cessez-le-feu. Pour non-respect des consignes sécuritaires, des hommes armés ont attaqué hier l'école catholique Saint-Mary's dans le centre du Nigeria. Tout à fait. Bien, la police l'a confirmé et a annoncé le déploiement immédiat des forces de sécurité sur les lieux. Les autorités locales n'ont pas donné de bilan officiel, mais selon une source locale, 52 enfants ont été enlevés. Le gouvernement de l'État a reproché à l'école d'avoir rouvert malgré une alerte sécuritaire préalable. Cette attaque intervient quelques jours après l'enlèvement de 25 lycéennes dans l'état de Kebbi. Les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes demain pour élire le président de la République. Eh bien, près de 860 000 électeurs sont donc attendus aux urnes pour élire le nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Au total, 12 candidats, dont le président sortant Umaro Sissoko Embalo, sont en lice pour ce scrutin. Eh bien, si aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Celui qui obtiendra le plus de voix sera alors déclaré élu. Les États-Unis menacent de couper leur livraison d'armes et de partage de renseignements avec l'Ukraine. Eh bien, cette pression viserait à contraindre Kiev a signé un plan de paix américain d'ici le 27 novembre. Le plan proposé comprend 28 points, dont certaines concessions jugées favorables à la Russie. Eh bien, d'après les mêmes sources, la pression exercée par Washington serait plus forte que toutes, bien sûr, les négociations de paix précédentes. Une délégation militaire américaine donc, a rencontré le président Zelensky à Kiev pour discuter de ce plan selon les sources. Merci Ibrahim Kouakounate pour toutes ces informations en direct dans ce studio. On vous retrouve le samedi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.